Merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de la couche d'ozone. Et je tiens à souligner l'aide de mes deux collègues, Simon Chabria et Anne de Ruder, à qui j'ai piqué quelques slides. C'est de bonne guerre, je pense. Et donc, je vais commencer. En fait, on va commencer l'histoire en 1985, qui correspond à l'année de la découverte du trou d'ozone. Puis on ira en arrière dans le temps, on ira en avant dans le temps. Mais en mars 85, en fait, pour la première fois, les nations se réunissent à Vienne pour signer un traité, en fait, ils ne signent pas de traité, enfin, ils signent un traité qui reconnaît la nécessité de limiter les chlorofluorocarbures qui sont dans l'atmosphère, mais ils n'adoptent toujours pas de dispositifs contraignants à leurs émissions. Et quelques mois plus tôt, Jonathan Shankling, qui est cette personne ici, examine les mesures d'ozone collectées à la station antarctique de Halley. Et il reporte des mesures de colonne totale d'ozone au-dessus de la station, mesurées en octobre depuis 1960, même un peu avant. Donc la colonne totale, c'est tout simplement la quantité de molécules d'ozone au-dessus d'une unité de surface. Et donc, ce qu'il constate, c'est que avant les années 70, 75, on ne voit pas de tendance particulière, mais effectivement, à partir de 75, il y a une diminution qui est extrêmement importante. Et il associe cette diminution à une augmentation de fréons, de CFC, ici en noir et les ronds noirs et ouverts, avec ici l'échelle est inversée, donc en fait c'est une augmentation. Et cette découverte fait quand même l'effet d'un choc parce qu'on s'attendait à ce que les CFC aient un impact important sur la composition de l'atmosphère, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi important et aussi soudain, aussi rapide. Alors, ce qui est aussi assez interpellant, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que la NASA avait un satellite qui faisait des mesures de la colonne totale d'ozone avec une couverture spatiale très grosse. Et ils n'ont pas vu ça, en fait. Bon, à l'époque, les données, ils arrivaient sur... les satellites envoyés les données, elles étaient archivées sur des bandes. Et si on voulait faire ce genre de figure, il fallait aller chercher les bandes, reporter les mesures sur des tableaux, demander à un dessinateur de faire ce genre de graphique. Donc c'était pas comme aujourd'hui où en 10 minutes et 2-3 programmes Python on fait une belle figure. Et donc l'équipe britannique qui publie en 85 cette découverte avait contacté la NASA, mais ils avaient contacté la mauvaise personne. Et donc ils n'ont pas eu de retour. Et donc la NASA tombe sur cet article, ils vont dépouiller leurs données qui commence en 79, et ils observent effectivement un trou d'ozone, et la NASA découvre vraiment le trou d'ozone, et surtout que la taille du trou d'ozone, c'est la taille d'un continent. Et on voit ici en 85, la taille du trou d'ozone est énorme. Alors, revenons un peu en arrière, et d'abord, qu'est-ce que sont les CFC ? Donc, avant les années 1930, les systèmes de réfrigération, c'était des glacières. Il y avait une grande glacière, il y avait un grand cube de glace, et toutes les semaines, il y avait un livreur qui passait dans la rue et qui amenait un nouveau cube. Et c'était pas si efficace que ça, puisque manifestement, ils ont eu le désir d'inventer des nouvelles méthodes, et donc des réfrigérateurs mécaniques avec des gaz réfrigérants, qui, malheureusement, dans leur première version, c'était des gaz toxiques et inflammables. Donc, c'était pas très vendeur d'un appareil qui, potentiellement, pouvait intoxiquer toute la famille, voire faire brûler la maison. Donc l'industrie, et Thomas Migley en particulier, qui travaille, je pense, pour Dupont, a repris un procédé de Schwartz, qui est un chimiste belge, qui avait qui avait pour la première fois synthétisé des nouveaux gaz, des CFC. Et lui, donc Thomas Migley, a amélioré la procédure, et l'avantage de ces gaz, c'est qu'ils sont pas toxiques, ils sont ininflammables. Et donc l'idée, c'était de les utiliser comme gaz réfrigérant. Et donc, à un congrès de chimie aux États-Unis, Migley inhale de l'ozone, et puis il y avait un bocal avec une bougie, et il relâche les CFC, pardon, j'ai dit inhale de l'ozone, il inhale les CFC.
il relâche l'ozone qu'il a respiré dans le bocal et la bougie s'éteint en l'absence d'oxygène. Et donc, voilà, c'est ce qui était assez démonstratif pour montrer que le gaz était non toxique et inflammable. Et par la suite, les CFC ont été et l'utilisation des CFC ont été étendues au système de climatisation, aux bombes aérosols, etc., etc. Alors maintenant, revenons encore plus en arrière et voyons ce que c'est que l'ozone. Donc, en 1800, il y a eu des expériences d'électrolyse et ça dégageait une odeur. Et des gens ont dit « Ah, mais ça, c'est l'odeur de l'électricité. » Et puis, il y a une personne qui s'appelle Christian Schonbein, il a dit « Non, non, c'est une nouvelle molécule. » Et il l'a appelée ozone, du grec ozein, qui veut dire sentir. Un peu plus tard, Auguste Ozo détecte la présence de l'ozone dans l'atmosphère et ensuite, Jacques-Louis Sauret identifie la structure moléculaire d'ozone étant composée de 3 atomes d'oxygène. Début XXe siècle, on a des premiers ballons, on emmène des thermomètres sur les ballons et on réalise qu'en fait la température diminue avec l'altitude. Et puis, les ballons n'est pas très haut, maximum 20 km, ils disent la température est constante. À partir d'une certaine altitude, la température est constante. Et puis, 2 autres chercheurs, basés sur des mesures de météorites, ont montré que non, en fait, la température diminue. Et puis est venue la structure de l'atmosphère qu'on la connaît aujourd'hui, avec la troposphère, où la température diminue jusqu'à la tropopause, puis elle augmente dans la stratosphère jusqu'à la stratopause, diminue dans la mésosphère et réaugmente dans la thermosphère. Et donc Dobson, lui, il associe l'augmentation de température par l'absorption des UV par l'ozone. Et donc il a introduit le concept de couche d'ozone. Dobson, par ailleurs, invente un spectrographe qui mesure la colonne totale d'ozone. Il va le disposer à plusieurs endroits sur le globe. Et on va s'apercevoir que la colonne d'ozone varie dans le temps et en fonction de la latitude. Vient Sidney Chapman dans les années 30 qui lui propose un modèle de la couche d'ozone basé sur les réactions de production et de destruction. En fait, l'oxygène moléculaire est photodissocié pour créer des atomes libres d'oxygène. Et puis, par réaction de collision, l'oxygène atomique et l'oxygène moléculaire réagissent pour créer des molécules d'ozone. Et ça, c'est la seule, dans la stratosphère, c'est la seule réaction de production d'ozone proprement dite. Des destructions d'ozone, il y a plein de réactions, mais de production, c'est essentiellement celle-ci. Ensuite, pour les mécanismes de destruction, l'ozone réagit avec l'oxygène atomique ou est photodissocié. Et donc, le concept de couche d'ozone qui absorbe l'UV, qui protège la surface de la Terre du rayonnement solaire, est plus ou moins établi dans les années 30, avec un ozone qui est maximum dans la stratosphère, vers 20-25 km d'altitude, qui absorbe principalement les UVB, les UVC étant principalement absorbés par l'oxygène moléculaire. Et ici, on voit le rayonnement UV au sommet de l'atmosphère et à la surface de la Terre. Et donc, l'ozone permet en fait la vie sur Terre. Sans ozone, il n'y a juste pas de vie sur Terre. Petite parenthèse, je parlais donc de la couche d'ozone, on parle du bon ozone. C'est un petit peu bateau comme le bon, le mauvais, mais vous allez plus tard, ou même certains d'entre vous, vous êtes des scientifiques ou des futurs scientifiques, vous vous adressez à des gens qui ne le sont pas, il faut savoir un tout petit peu expliquer que le mauvais ozone, c'est l'ozone qui est le résultat de production de polluants, principalement d'azote, donc le dioxyde d'azote, qui réagit en présence de lumière, qui crée l'ozone. L'ozone, c'est un oxydant puissant qui crée des problèmes respiratoires, qui aussi crée des lésions aux plantes, qui a un impact négatif sur la production de blé, de pommes de terre en particulier. Et le temps de résidence de l'ozone à la surface dépend principalement des conditions météorologiques. Si une condition, un anticyclone, sable, stable, du soleil, eh bien, en général, l'ozone va rester. S'il pleut, l'ozone va être lessivé. S'il y a du vent, il va être mélangé. Avec des régions moins polluées, par exemple des régions océaniques.
Alors, bon, le mécanisme de Chapman est un peu simple, donc il a été par la suite élaboré. D'abord en 1950 par David Bates et Marcel Nicolet. Marcel Nicolet qui est le fondateur de l'Institut d'aéronautique spatiale de Belgique, qui est un des pionniers de l'aéronomie. Et il montre que l'hydroxyde peut rentrer dans des cycles catalytiques ici et qui détruisent l'ozone principalement pour OH vers 50 km. Et ce OH étant le produit du méthane qui est émis à la surface de la Terre. En 1970, Paul Crutzen souligne que les émissions d'azote pourraient aussi affecter l'ozone, enfin non, pas pourraient, affectent l'ozone, ici plus bas, vers 35 km d'altitude, et que effectivement l'impact de l'agriculture, notamment sur les émissions d'azote, pourrait avoir un impact négatif sur la couche d'ozone. Mais à cette époque-là, l'impact du chlore sur l'ozone n'est pas encore établi. Ou plutôt, on le sait que le chlore aurait un impact sur la couche d'ozone, notamment le chlore qui vient des volcans, mais on n'a pas idée d'émissions anthropiques de chlore. Et c'est Mario Molina et Sherwood Rowland qui furent les premiers en 1974 à mentionner les CFC comme source destructrice, comme source de chlore stratosphérique et donc potentiellement qui pourrait détruire l'ozone. Et en fait, Rowland, donc Molina était un postdoc de Rowland et Rowland lui dit voilà, les CFC, ces gaz ont une durée de vie très très longue, de plusieurs dizaines d'années. Ils doivent bien finir quelque part. Réfléchis un peu là-dessus. Et il y avait un article un peu plus tôt d'un Irlandais qui avait mesuré qu'il y avait des CFC partout dans l'atmosphère. Il avait été de l'Arctique à l'Antarctique et voilà. On savait que les CFC avaient une très longue durée de vie, qu'ils étaient répandus partout dans l'atmosphère. Et donc Molina réfléchit, l'ozone il se transporte partout, à un moment donné il va monter, il va arriver dans la stratosphère, et puis il va aller au-dessus de la couche d'ozone, et là il va rencontrer des rayonnements UV, ce qui va libérer du chlore, et le chlore va commencer à attaquer l'ozone dans un cycle catalytique où chaque fois on va récupérer le peu de chlore, parce que des CFC, il y en a vraiment très 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 peu dans l'atmosphère, mais les cycles catalytiques sont très efficaces, et avant que le chlore soit neutralisé, par exemple, pour former du HCl ou du ClO2, il y a beaucoup d'ozone qui est détruit entre-temps. Et donc ils écrivent un article qui paraît dans Nature en 74, et ils écrivent It seems clear that the atmosphere has only a finite capacity for absorbing chlorine atoms produced in the stratosphere and that important consequences may result. Il leur faut quand même plusieurs années pour convaincre les nations de prendre une action sur les émissions de CFC. En fait, Rowland a vécu des années difficiles. Il a été plus ou moins banni de la Société de chimie américaine. On lui a plus envoyé de postdoc. On leur a dit, vous voulez vous attaquer à l'économie américaine. Des articles sont apparus pour dire qu'ils étaient communistes. Donc je veux dire, c'est pas une blague. Donc, mais malgré tout, il y a quand même une petite personne qui pense que c'est juste et qui parviennent à convaincre l'État américain, en particulier, et la CEE à l'époque, de faire des actions. Donc les pays se rencontrent à Vienne pour signer une convention sur la protection de la couche d'ozone. Un peu plus tard, l'article sur les pertes d'ozone au-dessus de la station de Halley est publié. La découverte du trou d'ozone par la NASA est publiée en 86. Et en 87 arrive le protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il est signé initialement par 24 pays. Au jour d'aujourd'hui, il a été ratifié par 197 pays. En fait, pour être précis, 196 pays et l'Union européenne. Et c'est un traité qui est contraignant et qui balise l'arrêt de production des CFC et des autres gaz. Donc les CFC ne sont plus en production depuis 2010, enfin officiellement plus en production depuis 2010. D'autres gaz devraient cesser d'être produits d'ici 2040, notamment des CFC qui rentrent dans pas des CFC, mais des fréons qui rentrent dans la production d'extincteurs qui vont dans les sous-marins. Voilà. Et en 95, le prix Nobel de chimie est décerné à Rowland, Molina et Crutzen. Ce qui était quand même
formidable, je trouve. Alors revenons un peu à la physique et à la chimie, et notamment aux mécanismes qui parviennent au trou d'ozone. Et regardons Antarctic Winter. Bon, ici, j'ai trouvé une figure avec il parle du pôle. Ils le mettent au pôle Nord, mais imaginez-vous que c'est le pôle Sud. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au début de l'hiver, il n'y a plus de lumière, la température diminue, et il y a une basse pression qui se crée au-dessus du pôle, avec des vents, des jets très rapides qui tournent autour du pôle. Donc, on est dans la stratosphère, et qui isolent l'air du polaire de l'air des moyennes latitudes. Il fait froid, et donc il y a une formation de nuages stratosphériques polaires. En fait, dans la stratosphère, il n'y a pas de nuages, sauf en conditions d'hiver antarctique, ou même arctique aussi d'ailleurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des petites particules d'acide nitrique et d'eau qui sont des noyaux de condensation, sur lesquels il y aura une prise d'HCl, des réactions d'hétérogènes, d'HCl à l'intérieur de la gouttelette ou à la surface de la particule, et qui va transformer des réservoirs de chlore en réservoirs actifs, Cl2, et HNO3. HNO3, il est capturé par les PSC, les PSC grossissent, ils précipitent, et donc on lessive l'azote qu'il y a dans la stratosphère. Mais c'est dommage parce que l'azote, en particulier sous la forme de NO2, va réagir avec ClO, enfin peut réagir avec ClO, pour former des réservoirs de chlore sous forme de ClO-NO2. Il n'y a plus d'azote. Donc on a plein de Cl2 qui, au retour de la lumière, va être photodissocié pour créer du Cl et puis du ClO. ClO ne va pas pouvoir réagir avec ClO-NO2 puisqu'il n'y en a plus. Et donc il va détruire l'ozone dans des cycles catalytiques qui sont très importants, et donc on va avoir le trou d'ozone. Et puis un peu plus tard, au mois de novembre, le pôle se réchauffant, il va y avoir un mélange avec le vortex va se disparaître, et l'air polaire va se mélanger avec l'air des latitudes moyennes. Et donc, c'est ça qui explique le trou d'ozone. Alors si on regarde l'effet du protocole de Montréal, donc on voit que les émissions de CFC a cessé et est en diminution. Et ici on est dans les années 2020. Bon, il y a encore des faibles émissions. Ça, c'est l'équivalent de chlore dans la stratosphère. On remarque qu'on n'est pas encore retrouvé. Enfin, on retrouverait le niveau des années 80, donc pré-ozone hole. D'ici 2050. Pour la colonne d'ozone totale, on s'attend aussi à retrouver le niveau de pré-1980 en 2050, et en ce qui concerne le trou d'ozone, ce serait plutôt en 2060. Alors, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de protocole de Montréal? Donc, j'ai des collègues américains qui ont fait des simulations avec le world avoided, ça c'est si on avait continué à émettre des CFC, et le expected future, donc ça c'est ce à quoi on s'attend au niveau des émissions de CFC. Et dans le cas de l'Antarctique et du trou d'ozone, on voit que si on n'avait pas eu de protocole Montréal, on arrivait à des quantités d'ozone qui étaient incroyablement faibles comparé à ce à quoi on s'attend, ce qui est quand même plus heureux. Et si on regarde l'état de la couche d'ozone, de l'état de l'ozone en 2014 dans un monde réel et dans le monde évité, on remarque que déjà le trou d'ozone était bien moins faible en 2014 en réalité que la partie évitée, mais surtout si on regarde déjà en 2060, ce qui est remarquable, c'est que, remarquable ou impressionnant, c'est que c'est pas juste l'Antarctique, c'est partout, sur toute la surface de la Terre, qu'il y a plus d'ozone. Et donc c'est pour ça que
Molina et Roland, quand ils sont sortis leur article sur l'impact des CFC sur l'ozone, on s'attendait à une diminution de l'ozone de, disons, 5% sur 100 ans. Alors qu'avec la découverte du trou d'ozone, c'était pas 5% sur 100 ans, c'était presque 50% en 50 ans. Donc, l'impact de cette découverte du trou d'ozone a été... c'était assez cataclysmique. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, en fait, on a observé des nouvelles émissions illégales de CFC. Si on regarde les courbes ici d'émissions de CFC, en fait, bon, d'abord au niveau de ce qui est produit, enfin de ce qui est annoncé, au niveau des inventaires d'émissions, on remarque qu'il n'y a plus d'émissions en 2007, je pense. Et en fait, on s'attend à une diminution de 2006 qui suivrait les petits cercles ici, ou à partir de 2012 qui seraient les petits points noirs, alors qu'on voit une stabilité. Donc on voit que la diminution des CFC n'est pas aussi rapide que celle à laquelle on s'attend. Et donc il y a des... Bon, après, en dépouillant un petit peu les stations, les mesures de stations, parce que ce sont des gaz qui sont mesurés, il y a pas mal de stations de mesure dans le monde, et avec des réseaux de gens qui se rencontrent et qui échangent leurs données. Et donc il y a 2 stations, une sur une île au sud de la Corée du Sud, et une ici sur une île qui appartient au Japon, qui font des mesures, et on voit qu'il y a de nouveau des émissions de CFC qui sont observées. Et la courbe de grise que vous voyez ici, c'est les émissions de CFC, enfin c'est les mesures de CFC au Cap, en Afrique du Sud. Donc, très loin. Et on voit une nette diminution, et qu'on n'observe pas ici. Alors avec des modèles atmosphériques et des mesures météorologiques, on peut estimer la source de ces émissions qui ont été attribuées à cette région ici de la Chine. Donc ça, c'est le flux d'émissions de CFC11 entre 2014 et 2017. Alors je ne sais pas ce qu'il en est depuis, parce qu'après, il y a eu des papiers publiés dans Nature, ça a été repris par la presse, ça a été évidemment repris dans les congrès annuels ou pluriannuels du monitoring de protocole de Montréal. Donc, il y a chaque pays a son représentant. La Belgique a le représentant du protocole de Montréal qui va défendre le point de vue belge. Et donc, je ne sais pas, moi j'ai pas les mesures si après 2018 ça a continué d'augmenter ou pas. Mais donc, voilà, il semblerait qu'on ne soit pas totalement tiré d'affaire si on en croit cette situation. Alors, c'est important aussi de faire, je vais terminer là-dessus, sur l'interaction entre l'ozone et le changement climatique. Donc, on peut résumer les problèmes atmosphériques, on peut dire qu'il y a 3 gros problèmes atmosphériques. Bon, la couche d'ozone, dont j'ai beaucoup parlé, la pollution urbaine, dont j'ai un petit peu parlé aussi, et aussi le changement climatique. Alors, il n'y a pas d'interaction directe entre le CO2 et l'ozone. Donc, le CO2, c'est une molécule qui est hyper stable et qui n'a pas de conséquences sur l'ozone. Par contre, le réchauffement climatique, principalement le réchauffement de la troposphère, fait que la stratosphère refroidit. Ça a un impact sur les vitesses de réaction et ça diminuerait la destruction d'ozone dans la stratosphère moyenne. Mais dans la basse stratosphère, comme la température baisse, ça augmente la formation des nuages stratosphériques polaires, ce qui augmenterait la taille du trou d'ozone. Le changement de circulation générale, parce que le changement climatique fait que la circulation générale des masses d'air change, impacte le transport et donc le temps de vie des substances qui appauvrissent l'ozone, donc ça aura aussi un impact sur la balance de l'ozone. Et changement dans le transport et la température aussi influence le contenu de vapeur d'eau dans la stratosphère. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre très important. Et donc, ça a un impact sur la balance relative de l'atmosphère. Donc, il y a un gros micmac d'interaction qui est largement étudié par la communauté, mais dont je ne suis pas spécialiste, donc je n'en parlerai pas.
Si ce n'est ceci. Donc en fait, c'est assez intéressant. Donc quand on prend donc quand on regarde le trend d'ozone, la tendance d'ozone, on utilise souvent des mesures satellitaires. Mais les mesures satellitaires, enfin les satellites, ils ont une durée de vie de 10, 15, 20 ans grand maximum. L'ozone, si on veut faire des mesures de trend d'ozone, on commence dans les années 70. Là, ça fait plus de 50 ans qu'on y est, enfin presque. Il n'y a pas de satellites qui ont cette durée-là. Donc on est obligé de faire de combiner des données ensemble. Évidemment, les instruments ont des biais, ils ne mesurent pas tous au même moment, au même endroit, donc il y a des problèmes de géolocalisation. Donc c'est une question en soi, mais ce qu'on observe, c'est que dans la haute stratosphère, c'est-à-dire entre 1 et 10 hectopascales, c'est-à-dire au-dessus de 30 km, on observe un trend positif d'ozone, comme attendu. Donc si on prend ici le trend entre 98 et 2013 ou 98 et 2018, on voit qu'on a un trend qui est positif et qui est significatif. Dans la basse stratosphère, vers 20-25 km, on observe une diminution apparente qui, elle, n'est pas significative. Enfin, pour certaines études, elle est significative, d'autres, elle ne l'est pas. Ce n'est pas encore tout à fait confirmé. Mais qui est invisible quand on fait des mesures de colonne totale d'ozone. Et la raison, c'est qu'on aurait éventuellement une augmentation de l'ozone troposphérique qui ferait que ça soit invisible. Le problème, c'est que on n'a pas de mesures satellitaires de l'ozone troposphérique. On a des mesures de colonne totale où on a des mesures avec une résolution verticale. Les satellites peuvent voir au limbe de la Terre. Donc si vous avez, moi je suis le satellite, je regarde le limbe de la Terre, j'ai l'atmosphère qui est là. Je vais pouvoir mesurer une distribution verticale d'ozone, mais en général jusqu'à la tropopause. En dessous, les satellites deviennent aveugles. Il y a trop de choses qui font que la précision des satellites en général se casse la gueule en dessous de la tropopause. On a des sondages, il y a des mesures, des instituts météorologiques qui font des sondages d'ozone routiniers. Le problème, c'est que ce sont des petites... ça ressemble à un thermos, en fait, où il y a des petites... je ne sais plus comment ça marche, mais qui mesurent, en gros, avec des réactions chimiques, le profil d'ozone. C'est pas terrible pour faire des séries temporelles parce que c'est toujours des nouveaux instruments. Donc il y a toujours des petits biais entre celles qu'on a utilisées aujourd'hui avec celles de la semaine passée. Puis on va changer de laborantin parce qu'il va partir à la pension. Et l'autre, il va faire préparer les solutions de manière un petit peu différente. Et donc on se retrouve avec des séries temporelles qui viennent des radiosondages qui sont très difficiles à interpréter. Donc ce qui se passe en dessous, dans la troposphère, c'est compliqué. Toujours est-il que toutes ces tendances pourraient être causées par le changement de circulation générale de l'atmosphère. Et donc, pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur la composition de l'atmosphère et sur la couche d'ozone en particulier. Alors, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que la présence de la couche d'ozone est essentielle pour permettre la vie sur Terre et que le protocole de Montréal est la preuve. D'abord, a permis que cette propriété puisse perdurer. Et aussi la preuve que les nations de la Terre peuvent s'accorder pour résoudre des problèmes environnementaux globaux. J'aimerais aussi que ça soit clair pour vous qu'il y a le bon ozone et le mauvais ozone et que ce soit deux choses bien distinctes, parce que c'est le même ozone, mais il n'a pas les mêmes effets. Alors, comment ? Voilà. Mais c'est rigolo parce que j'ai fait une présentation grand public lors des portes ouvertes et je fais sur la couche d'ozone et on me pose la question, oui mais la pollution urbaine, et j'avais pas parlé de la pollution urbaine donc je préfère vraiment dire qui et quoi parce que et c'est vrai, vous avez raison, mais il faut pas être trop compliqué. Bon ozone, mauvais ozone. Et que l'impact du changement climatique sur la couche d'ozone et tous les effets rétroactifs qui en découlent fait l'objet de nombreuses recherches. Alors, pour finir, si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo sur le Wikipédia sur une rétrospective du protocole de Montréal qui est assez intéressante. La découverte du trou d'ozone, il y a un article dans Nature rétrospectif qui est paru récemment. Et alors, il y a un très chouette film qui est passé sur Arte il y a un an,
C'est vraiment bien. Donc si un jour il repasse ou si vous le trouvez sur Internet, regardez-le, c'est vraiment très sympa. Regardez-le en famille, c'est vraiment très sympa. Il y a du suspense, c'est comme une série. Non, vraiment, c'est très chouette. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.